Alors, je suis avec Monsieur Pape Diouf. Monsieur Pape Diouf, merci beaucoup de nous accueillir. C'est un grand honneur pour la rédaction de CNews.com que de vous rencontrer. Vous êtes Monsieur Diouf, une des personnalités phares de cette campagne municipale française. Dans la grande ville de Marseille, deuxième ville de France, vous incarnez aujourd'hui une possibilité de changer l'histoire de ce pays, de l'histoire de cette ville, mais aussi de changer le sort de beaucoup de Sénégalais. Les Sénégalais vous connaissent beaucoup par votre investissement comme chef d'entreprise, comme chef d'équipe. Aujourd'hui, vous vous lancez en politique. Quel est le sens pour vous de cet engagement? D'abord, l'expression s'engager en politique, effectivement, me paraît assez réductrice. Je dirais beaucoup plus simplement que je suis dans l'action publique, dans une démarche citoyenne, puisque ce qui d'ailleurs explique et même, je dirais, justifie ma démarche, c'est le taux exceptionnellement haut des abstentionnistes, plus généralement en France et plus particulièrement à Marseille, puisque ce taux est évalué à près de 70% de gens qui ne votent pas. Cela montre un peu le ras-le-bol des citoyens vis-à-vis de la politique institutionnelle, et c'était un peu mon cas à moi aussi, puisque aussi bien la gauche que la droite classique n'ont jamais tenu leurs promesses ni leur engagement dans cette ville. Une ville fracturée, totalement fracturée sur tous les plans, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique. Une ville qui, à force, je dirais, de fracture, aujourd'hui se trouve être deux villes dans une seule, mais deux villes côte à côte et dos à dos. Je crois que mon engagement n'était pas simplement un effet de coquetterie publique, mais c'était plutôt, je dirais, presque comme un devoir. Alors, comme un devoir, les Marseillais vous connaissent, je le disais tout à l'heure, les Sénégalais aussi vous connaissent. Vous avez pu remarquer le formidable assentiment et le formidable soutien que les Sénégalais de tous bords ici à Marseille accordent à cette candidature et même au-delà de Marseille. Quels sont selon vous les enjeux sur lesquels cette candidature peut rejoindre les problématiques de ces Sénégalais et de ces communautés? D'abord, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le dire au président de la République française, M. François Hollande, qui avait souhaité me rencontrer à quelques jours de ma déclaration de candidature. Il avait dit que cette candidature était motivée par deux choses, en tout cas qu'elle avait pour le moins deux dimensions. La première dimension, elle était tout bonnement marseillaise, c'est-à-dire participer à la vie publique, ne plus simplement s'en remettre aux politiques, mais essayer avec éventuellement un groupe d'amis, un groupe d'hommes et de femmes, à essayer de changer la donne, ce qui est d'ailleurs un peu notre, j'allais dire, profession de foi pour essayer de changer les choses. Et la deuxième dimension me paraît relever du symbole. Elle était donc symbolique, en ce sens que j'ai été le seul noir longtemps, et aujourd'hui encore le seul à avoir présidé un grand club de football en Europe, en l'occurrence le club de Marseille, et cela a, me semble-t-il, plutôt fait avancer la cause d'une certaine manière, puisque si demain un autre noir était nommé président de l'Olympique de Marseille, personne n'y trouverait à dire, puisque précédemment il y en a eu un qui a démontré simplement dans cette affaire qu'il n'était peut-être pas meilleur, mais qu'il n'était pas pire que les autres. Alors, rentrer dans la chose publique, animer aussi d'une certaine manière cette élection, c'est donner la possibilité à plus jeunes que moi, à nos fils, à nos petits frères, la possibilité eux aussi d'emprunter la même voie, le même chemin, puisque la plupart d'entre eux sont nés ici, la plupart d'entre eux, pour le moins, ont parfois la double nationalité, et rien de ce qui se passe ici ne doit leur être étranger. Tout ce qui s'y passe, au contraire, doit les concerner. Alors justement, vous êtes à Marseille, donc Marseille où l'élection municipale est très disputée. C'est une ville, vous l'avez dit tout à l'heure, fracturée, avec un taux de chômage important, avec une insécurité qui est très importante. Pensez-vous que c'est une affaire d'hommes qui est responsable de cette situation, ou bien c'est un système qui va être peut-être plus difficile à changer? Il y a les deux, affaire d'hommes, affaire de système. Quand vous évoquez par exemple l'insécurité qui aussi défigure un peu cette ville-là, il ne faut quand même pas oublier que la violence n'est pas le fait de Marseille simplement. La violence, elle est à Paris, elle est à Nice, elle est à Grenoble, elle est à Lyon. Et
crée une juxtaposition évidemment entre insécurité toujours et violence. La question n'est pas de savoir comment on peut sécuriser les biens et les personnes, mais de se demander comment et pourquoi il y a autant de violence à Marseille. Je crois que la question en amont à se poser est celle-là. Et je suis de ceux qui pensent que jamais le problème de la sécurité ne sera réglé. On a beau, je dirais, augmenter l'effectif des policiers municipaux, on a beau augmenter l'effectif des policiers nationaux, on a beau, devant chaque maison ou devant chaque édifice, poser des gadgets électroniques genre vidéo nouveau, il ne me semble pas que c'est de cette manière qu'on va extirper le mal, c'est-à-dire la violence de ces endroits. Il faut, parallèlement, effectivement, au souci de ménager aussi bien les biens que les personnes, il faut essayer d'extirper aussi la violence de la société, puisque cette violence, elle gêne aujourd'hui, puisque elle serait aux yeux de certains d'essence populaire, contrairement à la violence qui a toujours existé ici, qui elle, je dirais évidemment avec des guillemets, qu'elle était aux yeux de certains une violence plutôt aristocratique. Je crois que tant que la violence qui a très clairement des racines sociales n'est pas extirpée, on ne pourra pas, à Marseille, me semble-t-il, vivre dans cette sécurité dont tout le monde a besoin. Et comment comptez-vous vous y prendre? Il faut simplement, je pense, rééquilibrer les choses. Il faut évidemment réduire à son strict minimum cette fracture sociale qui gangrène complètement le tissu humain et de manière générale, je dirais, la ville. On ne peut pas continuer à vivre sous deux rythmes, le rythme, je dirais, des quartiers plutôt bien lotis et le rythme des quartiers mal lotis. Il faut, à un moment donné, non pas faire dans l'égalitarisme qui n'a pas beaucoup trop de sens, mais arriver un tout petit peu à rééquilibrer les choses de manière à ce que cette ville redevienne en tout cas un endroit, un périmètre où il est bon vivre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on fait le tour des quartiers dits paupérisés, qu'ils se situent dans le centre ou même à l'est de la ville et plus généralement dans le nord, on s'aperçoit tout de suite, je dirais, de cette énorme bévue sociale qui existe en tout cas d'un quartier à l'autre. Oui, donc un challenge, un défi important. Monsieur Diouf, vous savez également qu'il y a quelques semaines de cela, il y a une campagne qui a été lancée au niveau national pour rebaptiser les rues de négriers. Marseille, comme Bordeaux, comme Nantes, comme La Rochelle et Le Havre, est une ville qui a aussi fait la traite des Noirs et l'esclavage au XVIIIe siècle. Cette campagne est arrivée aussi à Marseille pour voir dans quelle mesure on peut rendre la signalétique urbaine plus exemplaire. Que pensez-vous de cette proposition? D'abord, cette démarche est une démarche tout à fait louable de la part de ces initiateurs, puisque la traite négrière ne saurait être considérée comme perte et profit dans l'histoire humaine. Je crois que c'est un moment douloureux, un moment où les hommes ont montré qu'ils pouvaient être des monstres. Donc, remettre cette histoire-là au bout du jour, la réapprendre à ceux qui ou feignent de ne pas la connaître ou simplement ceux qui ne la connaissent pas, puisque dans leur esprit cela date de fort longtemps, remettre donc au bout du jour, à mon avis, ce pan de l'histoire humaine vous paraît tout à fait salutaire. Alors, dans ce qui est effectivement de certaines rues qui portent les noms de négriers avérés ou patentés, je pense effectivement qu'aujourd'hui ce serait une bonne chose. Ce serait non pas, je dirais, ça n'aurait rien de compensatoire, ce serait simplement, me semble-t-il, un juste retour des choses, une manière non pas de réécrire l'histoire, mais de restituer l'histoire dans sa plénitude. Donc cela me paraît une démarche, je dirais, très louable. Et en tout cas, ceux qui entreprennent la démarche de débusquer ici ou là les noms de ces négriers dont la postérité a peut-être oublié les méfaits, je pense que cette démarche-là est plutôt à encourager et à saluer. Alors, vous savez que cette question, et vous l'avez soulevée, c'est la question finalement de l'égalité entre les citoyens. Les préjugés, les discriminations et les racismes qui existent encore dans la société marseillaise, la société française, tirent leur origine
finalement de cette histoire-là. Sur ces questions de racisme et de discrimination, quelles seraient aujourd'hui les orientations que vous voulez donner pour corriger les inégalités qu'il y a dans ce pays? Ben vous savez, la France est un des rares pays qui reste encore comme une coquille fermée. Quand on considère qu'aux États-Unis, il y a encore 60 ans ou presque, ou en tout cas dans ces environs-là, les lois ségrégationnistes existaient et que bien plus tard, quelques années plus tard, en tout cas ces dernières années, on a pu voir une noire être ministre des Affaires étrangères, qu'on a pu voir un noir chef des armées et qu'on a enfin pu voir aussi un noir président de la République. Quand on va en Grande-Bretagne, dont on avait dit que la colonisation était beaucoup moins humaine que la colonisation française et qu'on y voit aujourd'hui le brassage des différences, le brassage des ethnies, la France reste évidemment ce pays très fermé, puisqu'il est très difficile ici de voir un noir ou un arabe pour nous considérer que ceux qui sont généralement sortis de ce qu'on appelle la diversité, être à la tête d'une société du CAC 40, on n'en voit pas non plus qui dirigerait l'armée, on n'en voit pas qui soit à la tête d'un ministère régalien à la Taubira près, on n'en voit même pas dans un milieu où, par une forme d'illusion, on pense que ce milieu est intégrateur, le milieu du football en l'occurrence, où sans eux, il n'y a pas de football, il n'y a pas de championnat, mais qu'à la fin de leur carrière, on n'en voit pas un qui soit dirigeant, qui soit président, qui soit entraîneur ou qui soit manager. Il y a donc, me semble-t-il, en France, d'abord une réalité qui est la réalité de l'exclusion, qui est la réalité de la discrimination, même si ici ou là, des professions de foi parfois arrivent à un peu divertir les gens sur la question. Mais je crois qu'on est comme très loin de cette France dont André Malraux parlait et disait qu'elle a été grande lorsqu'elle était grande pour les autres. Alors justement, la dernière question, ce serait votre rêve aujourd'hui. Quel est le rêve de Pape Diouf, en 2 mots? Le problème, c'est que j'ai dépassé le stade des rêves. Je suis plutôt froidement réaliste. Et si, évidemment, un objectif me paraît être un objectif sain à poursuivre, c'est plutôt aujourd'hui, ici en France, d'en arriver non pas à cette égalité absolue et formelle, puisque je ne suis quand même pas non plus un rêveur, comme je viens de le dire, mais arriver à réduire là aussi, me semble-t-il, les distances qui séparent ceux qui sont, comme on les appelle improprement, français de souche, avec les autres. On est français ou, me semble-t-il, on n'est pas français. Donc, je suis de ceux qui, en tout cas, œuvrent, de ceux qui militent pour une forme d'égalité, non pas comme Giroud le disait des femmes à une époque, mais et qu'on peut transposer un peu dans le cas des Français de souche et des autres, puisque la véritable égalité sera atteinte le jour où, à des postes très importants aussi, on pourrait nommer des Noirs ou des Arabes incompétents. Ce jour-là, évidemment, on ne parle pas d'égalité absolue, mais je pense que sans en arriver là, il convient simplement aujourd'hui que la France se dise qu'elle ne peut être riche spirituellement, économiquement, socialement, en tout cas dans tous les domaines, que quand elle acceptera l'idée d'une interprétation des différences, d'une interprétation des ethnies, des races, et qu'elle ne forme plus qu'une globalité. Quoique ce jour-là, oui, cet objectif-là, si on l'atteint, la France redeviendra véritablement un très très grand pays. Je vous remercie, M. Diouf.